vous avez passé une agrégation de droit privé en 1985, donc ça fait un petit moment, mais cette agrégation s'était portée principalement, vous vous intéressez au droit des contrats et au droit immobilier. Et puis un jour, vous vous êtes intéressé au droit rural. C'est arrivé comment? C'est arrivé avant, en fait. C'est arrivé avant. Oui, c'est arrivé avant. Je m'intéresse au droit rural depuis toujours, si je puis dire. Je suis presque né dedans et j'ai suivi ce fil au moment de choisir des études. Étant un peu né dans ce milieu, j'ai eu envie à la fois de l'approfondir, de le servir, le milieu de la ruralité, et de le servir. Parce que vous-même veniez d'un milieu rural? Non, je venais d'un milieu urbain, mais qui avait des intérêts forts dans l'agriculture. Et donc l'agriculture m'a toujours intéressé en même temps que la forme de l'agriculture familiale, une agroécologie avant l'heure, si je puis dire. Ah oui, bien avant l'heure, là, Bien avant l'heure, oui. si on suit les dates. Ensuite, vous êtes fondateur, ou en tout cas vous appartenez au Centre d'études en droit rural et agroalimentaire. C'est quoi ce centre d'études? Oh, c'est une vieille affaire qu'avait créé un professeur français décédé il y a maintenant une quinzaine d'années, qui s'appelait Louis Lorvelec, et qui est un Breton. Alors lui, fils de paysan, et moi j'étais plutôt fils de propriétaire foncier. Et on a décidé de travailler ensemble la matière rurale. On l'a fait pendant une quinzaine d'années. C'était quelle année la fondation? C'est en 1990 à peu près. Ça existe toujours? Non, non, c'est devenu le programme LASCO. D'accord, on va y revenir Et on y faisait quoi pendant 15 ans, vous avez fait quoi? Quels sont les points marquants de ce centre d'études? On y faisait ce qui m'a toujours, en tout cas, préoccupé, c'est de trouver l'équilibre entre les intérêts en présence, entre les uns et les autres, entre les paysans et les propriétaires, entre ceux qui produisent et ceux qui consomment. L'idée d'équilibre. Et donc, on cherchait partout autour de la question de l'agriculture et de l'alimentation où il pouvait y avoir des déséquilibres où et comment on pouvait réussir à retrouver un équilibre. Équilibre plus que compromis, mais le mot même de compromis ne me gênerait pas non plus. On arrive en 2008, il y a un événement marquant dans votre parcours et l'arrivée de ce logo que nous voyons sur cette première fiche, LASCO. Oui. Que s'est-il passé donc à ce moment-là? Il s'est passé quelque temps avant qu'il y a eu la crise des subprimes. Il y a eu une chute des investissements internationaux dans l'immobilier. Et les investissements, les fonds d'investissement, les fonds de pension se sont portés sur le commerce spéculatif des matières premières agricoles. Et en même temps qu'il y a eu ce phénomène sur les matières premières agricoles, il y a eu des émeutes de la faim qui ont révélé l'ampleur dont le grand public n'avait pas forcément connaissance, l'ampleur de la question de la famine, mais pas seulement de la famine, aussi de la sous-nutrition, du déséquilibre nutritionnel, de ceux qui n'ont pas assez et de ceux qui ont trop, de la question de l'obésité, bref, des dérèglements qui, selon les chiffres de la FAO, totalisent plus de 4 milliards de personnes sur 7. C'est beaucoup. Et donc, d'un côté, les investissements se portent dans l'agriculture et sur les produits agricoles, et d'un autre côté, il y a une sorte d'explosion des problèmes. Alors, il y a un problème auquel le ruraliste agroalimentaire devait s'intéresser. Et je m'y suis intéressé en repartant du début, et le début pour moi c'est la grotte de Lascaux. Parce que ce qui caractérise Lascaux pour tous les Français bien sûr, mais bien au-delà de nos frontières, ce sont ces fresques magnifiques que tout le monde admire à juste raison. Et pour peindre ces fresques, il faut deux conditions. La première, c'est qu'il faut s'arrêter sur un territoire, il faut maîtriser ce territoire, donc. Et puis la deuxième condition, c'est qu'il faut que dans la communauté sociale, il y en ait qui aillent chercher la nourriture pour nourrir ceux qui font ces fresques. Et donc il faut qu'une partie de la population estime absolument important, indispensable, nécessaire qu'on peigne des fresques sur les murs d'une grotte. Et on peut finalement en déduire que c'est en organisant dans un premier temps cette alimentation sociale, communautaire, sur un terrain, sur un territoire maîtrisé,
qu'on a fait naître la première des grandes cultures de l'humanité. Et donc, voilà, je me suis dit, et si les 8 ou 900 millions de personnes qui ne mangeaient pas à leur faim avaient de quoi manger, de quelles fresques nouvelles pourrions-nous profiter? Alors, on va commencer peut-être par le commencement, c'est-à-dire le mot accaparement. Parce que là, il faut rentrer un peu peut-être dans la sémantique, parce que accaparement, évidemment, ça sonne tout de suite comme, donc en anglais c'est grab, to grab c'est saisir, mais il y a je fais le geste parce que c'est un geste assez sec et violent, c'est pas délicat, hein. Donc accaparement, c'est peut-être encore pire que grab, c'est vraiment je m'accapare, donc il y a une connotation négative. Pourquoi on ne change pas cette sémantique au fond? Parce qu'elle est un peu manichéenne, non? Oui, en réalité, le mot accaparement est le mot-clé des ONG et des associations qui travaillent en particulier sur le continent africain. Le mot du scientifique, le mot en tout cas du juriste que je suis, c'est investissement. Le droit dont je m'occupe, ce n'est pas le droit des accaparements, c'est le droit des investissements. Et donc, je viens de l'investissement et je regarde la société civile qui parle d'accaparement et je me dis comment se fait-il que nous ne puissions pas avoir le même langage. Et c'est là l'intérêt du mot accaparement ou land grabbing, c'est qu'aucune société qu'on accuserait de land grabbing ne peut résister longtemps. Oui. Alors que si on dit c'est un investisseur, ça résiste autant de temps que possible. Du land grabbing au greenwashing. Oui, oui, mais c'est ça. Mais le land grabbing, c'est un mot qui est volontairement provocateur, utilisé par la société civile pour obliger la société à réagir. D'accord. La FAO est plutôt sous les chiffres de 80 milliards. En réalité, on ne peut pas connaître la vérité parce qu'on ne sait pas exactement à quoi correspond une opération d'investissement. On aura l'occasion d'y revenir. Il y a des opérations d'investissement qui ne ressemblent pas à de l'investissement. Par exemple, l'opération la plus récente, vraiment en cours, elle n'est pas encore faite. On peut la suivre sur Internet, elle s'appelle ProSavana, S-A-V-A-N-A. ProSavana, c'est au Mozambique. C'est une opération qui concerne 14,5 millions d'hectares, une seule opération, un seul contrat, 14,5 millions d'hectares, avec le Brésil et le Japon. C'est exactement la moitié de la France, là, pour le coup. À peu près, c'est ça. Donc là, les statistiques, ça va peser lourd sur les statistiques si ça se fait. Et c'est une manière très originale de mener une opération, non pas d'accaparement, mais de transformation de l'agriculture d'un pays pour la développer avec des moyens étrangers. Donc il y a un investissement, quand même des investissements étrangers du Brésil et du Japon. Et le Brésil et le Japon ne mettent pas la main sur la terre, il n'y a pas d'accaparement, enfin peut-être quelques dizaines de milliers, mais c'est peu de choses sur 14,5 millions d'hectares. Mais ils accompagnent la politique agricole de Mozambique. Et donc la politique agricole va être accompagnée par deux pays. L'un qui sait faire pousser du soja sur des très grandes surfaces et l'autre qui sait comment l'acheter, donc c'est le Brésil qui sait comment le faire pousser, comme dans le Mato Grosso, il s'agit de transposer les méthodes au Mozambique, et l'autre le Japon qui veut pouvoir contrôler les prix sur le marché international. Mais il ne s'agit pas de créer une société qui va cultiver 14,5 millions d'hectares. Il s'agit de transformer l'agriculture familiale en une addition de petites exploitations qui, toutes ensemble, vont produire, alors toutes ensemble, pas toutes évidemment, il ne s'agit pas de transformer le Mozambique en un seul grand champ de production, mais en tout cas qui, au total, totaliseront une production très importante de soja, mais aussi d'autres céréales en particulier. Mais le premier pays qui achète aujourd'hui, vous m'arrêtez si je me trompe, sous votre contrôle, le premier pays qui achète, c'est l'Arabie Saoudite, donc ce n'est pas la Chine. Le deuxième pays qui achète, c'est l'Inde. Le troisième, intéressant, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, c'est le Royaume-Uni. Pourquoi le Royaume-Uni arrive en troisième derrière les Émirats arabes et l'Inde, et le Royaume-Uni est suivi des États-Unis. Et quand on regarde cette liste, on trouve la Chine simplement en 19e position. Donc l'idée que la Chine est en train de racheter la terre entière pour pouvoir cultiver plus, c'est une idée qui ne résiste pas tellement à ce top 20.
c'est une idée fausse. Alors, j'avais une question sur cette liste. Il y a plusieurs questions, évidemment, que pose cette liste. J'en ai en tout cas deux. Pourquoi les Émirats arabes? Est-ce que c'est parce que simplement ils ont de l'argent et le désert? Ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Et surtout, la place du Royaume-Uni, qui est quand même très très forte dans cette liste-là. Ah ben, oui, les pays désertiques, ils ont le choix entre deux solutions. Ils achètent sur les marchés internationaux ou ils prennent la main sur la terre et ils vont cultiver ailleurs. S'ils achètent sur les marchés, ils sont dépendants des marchés. S'ils vont cultiver ailleurs eux-mêmes, ils sont dépendants d'eux-mêmes. Voilà. Donc le choix, c'est un choix de stratégie, comment assurer la sécurité alimentaire sur son territoire. On peut acheter, on peut prendre la main sur la terre. Quand on a beaucoup d'argent, on peut prendre la terre directement. Le Royaume-Uni, c'est assez proche de la Chine finalement, parce qu'on dit la Chine, c'est vrai, elle est loin dans le classement, si je puis dire, mais en réalité, elle est peut-être plus proche que le classement ne l'indique. Pourquoi le Royaume-Uni? Parce que le Royaume-Uni a une histoire très liée à l'Afrique, sans les complexes que la France a avec l'Afrique. Et donc, le Royaume-Uni est très présent en Afrique sans que ça fasse des histoires de toutes sortes. De néocolonialisme. Voilà. Et en particulier, le Royaume-Uni était présent en Afrique du Sud, comme on le sait. Et l'Afrique du Sud, c'est la banque de l'Afrique. Et donc, le lien entre le Royaume-Uni et l'Afrique passe par l'Afrique du Sud. On en verra d'ailleurs un exemple. Et passe par les financements dans l'agriculture africaine via les banques d'Afrique du Sud. Donc le Royaume-Uni est très présent, pas forcément directement, mais très souvent indirectement. Et la Chine, c'est la même chose. La Chine, finalement, elle investit plus dans les mines que dans l'agriculture pour l'instant, mais en revanche, elle investit dans les banques. Là, il y a peut-être 2 ou 3 ans, racheté une banque en Afrique du Sud, ce qui lui donne un certain pouvoir sans qu'on voit concrètement qu'elle prend la main sur ceci ou sur cela. Mais quand on a la source de financement, évidemment, ça donne un pouvoir fort sur l'agriculture. La question qui est presque unique de l'accaparement, telle que cette question est posée par la société civile, c'est un investissement qui serait inéquitable, en quelque sorte. Et donc la question, c'est de savoir si, quand on voit une opération, comme celle que j'indiquais au Mozambique ou d'autres, est-ce que c'est équitable ou est-ce que ça n'est pas équitable? Donc il faut savoir quelles sont les conditions pour que ce soit équitable, quels sont les problèmes qu'on doit affronter pour pouvoir répondre à la question, ce que j'ai devant moi ou ce que je m'apprête à faire, est-ce un accaparement ou un investissement? Alors, je vous coupe. Tout à l'heure, vous avez dit l'opération au Mozambique, on peut la suivre sur Internet. Oui. Donc j'imagine que ce n'est pas le cas de toutes les opérations. Il y a des choses que vous ne savez pas en fait aussi. Il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas officielles. D'accord, parce que là, vous allez nous parler de contrats connus. Ce seront des contrats connaissables. Connaissables, voilà, d'accord. Voilà. Pas vraiment connus, mais connaissables, on peut les trouver en cherchant bien, il faut bien chercher. D'accord. Mais à quelles conditions un contrat, une opération, puisqu'un contrat, c'est un accaparement ou un investissement? Est-ce qu'on a raison quand on dit land grabbing en anglais, quand on dit accaparement en français, ou est-ce qu'on a raison quand on dit investissement? En réalité, il y a beaucoup d'opérations qui sont des investissements réels et qui peuvent tourner à l'accaparement. Et il y a aussi des opérations inverses. On peut raisonner très simplement. Est-ce que le Qatar qui rachète le Paris Saint-Germain, c'est un accaparement ou un investissement? Voilà. Si on pouvait répondre à cette question, je crois qu'on ne peut pas. On ne peut pas dire ça n'a pas de sens. Non. Eh bien, pour la terre agricole, c'est un peu la même chose. On ne peut pas dire, en regardant l'opération, c'est un accaparement ou c'est un investissement, mais on sait qu'il y a des manières de se comporter qui peuvent être plus ou moins équitables. Alors, quels sont les critères? C'est que quand on investit, quand un pays étranger investit sur un terrain sur lequel il y a des populations qui vivent depuis des générations, ça suppose une certaine considération des personnes. Si on considère les personnes, c'est plutôt un investissement qui est sur la bonne voie. Si d'emblée on ne considère pas les personnes, c'est plutôt un accaparement qui se profile. Même chose si le pays d'accueil cherche à assurer la sécurité alimentaire de son pays, c'est plutôt un investissement qui va être positif.
Mais s'ils cherchent autre chose, à réaliser des profits qui seront investis dans je ne sais quoi, ce sera peut-être plutôt un accaparement. Donc, là, ce que j'ai porté là, c'est une liste d'éléments, de points, qui peuvent être le signe positif d'un investissement réussi ou qui peuvent être le signe négatif d'un accaparement qui, lui, le sera moins. Alors, ici, par exemple, on a, c'est de la source Land Matrix, donc on a simplement les investissements vérifiés. On voit que tout le monde investit. Quand on regarde, il n'y a pas beaucoup de pays qui n'investissent pas à l'étranger. Les pays d'Afrique investissent dans les pays d'Afrique. L'Europe investit en Afrique, l'Europe investit aux États-Unis, l'Europe investit au Canada, le Canada investit beaucoup en Afrique, les États-Unis investissent en France. Donc tous les pays du monde investissent partout. L'Europe est un gros investisseur et l'Afrique aussi. Vous voyez que l'Afrique, il y a beaucoup d'investissements en Afrique. Mais alors les investissements de l'Afrique, on a l'impression que les Africains investissent. C'est vrai. Mais il y a dans les points bleus de l'Afrique beaucoup d'investissements qui sont en réalité européens via des filiales et des holdings. Donc on a là une image qui en réalité n'est pas réelle des investisseurs. Ce sont là les investisseurs apparents, ceux qui apparaissent dans les contrats, mais il y a un monde caché des investissements qui permettent d'ailleurs à ces investissements de réussir. S'il n'y avait pas ce monde caché, ça ne pourrait pas fonctionner parce que si le Mali investit en Ouganda, on imagine mal que des dizaines de millions d'euros ou des centaines de millions d'euros viennent du Mali. Donc le Mali est un intermédiaire qui permet de prendre pied en Afrique, mais avec de l'argent qui vient soit de pays étrangers, soit de la Banque mondiale. Donc le Mali est un pays investisseur, mais en réalité un pays investisseur indirect. Et si on regarde les pays dans lesquels on investit, bon, il y en a un peu moins que les pays investisseurs. Évidemment, ils sont là, du coup, surtout en Afrique, enfin majoritairement en Afrique. Les États-Unis ont disparu. Les États-Unis ont disparu, le Canada. L'Amérique latine est présente. Alors, il n'y a pas beaucoup de points sur l'Amérique latine, mais il y a par exemple une société italienne qui est propriétaire d'1 million d'hectares en Amérique latine. Alors évidemment, c'est un très gros investissement. Il n'y a pas beaucoup d'investisseurs qui ont cette quantité de terres. Donc il n'y a pas beaucoup de points, mais ce sont des gros points, si je puis dire, en Amérique latine. Mais parce qu'il y a de grands espaces. En Afrique, il y a beaucoup de points, alors qu'il y a de grands espaces, mais il y a moins d'eau. Et donc, les investissements se concentrent plutôt autour des zones qui sont soit avec beaucoup d'eau, soit irrigables. C'est le cas du Mali, par exemple. Il y a beaucoup d'investissements au Mali parce que toute la zone de l'Office du Niger, tous les pays qui sont traversés par le fleuve Niger, eh bien, ce sont des terres là irrigables. On a une convention relativement simple dans un pays d'Afrique, dans une zone sèche, mais irrigable. Simplement, pour qu'elle soit irriguée, il faut creuser des canaux, amener l'eau, des systèmes de pompage, il faut aménager toute la zone, c'est beaucoup d'investissements. Ces investissements sont faits par c'est une société d'État, c'est un État qui investit là. Un État d'un pays désertique qui investit et qui va rendre une zone de 100 000 hectares irriguée. Alors évidemment, on ne peut pas demander à un État de faire ces investissements sans contrepartie. La contrepartie, c'est avoir le droit de cultiver sur ces 100 000 hectares pendant 50 ans, renouvelables, gratuitement. Gratuitement, ce n'est pas un problème en soi. C'est-à-dire qu'on dit c'est gratuit, on pourrait penser, mais alors c'est injuste. Non, la contrepartie, c'est quand même de rendre une zone désertique cultivable. Alors, pendant 50 ans, c'est cultivé par une entreprise d'État, par un État étranger, mais après, ça peut l'être par le pays d'accueil. Alors, et l'eau, évidemment, de l'irrigation n'est pas gratuite. Elle donne lieu à une redevance, comme c'est le cas dans ce pays. Alors, la difficulté, c'est qu'il y a actuellement des paysans qui cultivent sur des terrains secs. Il y a en Afrique des communautés villageoises qui vivent
soit de la culture, soit de l'élevage, avec des méthodes archaïques un peu, mais traditionnelles, et dans des zones sèches. Si on veut que cette zone devienne une zone de culture productive, il faut amener l'eau. Pour amener l'eau, il faut investir. Et cette société étrangère investit, mais pendant qu'on fait ça, et qu'il faut donner la contrepartie, il faut que les paysans se déplacent. Voilà. Et là commencent les problèmes. Comment on traite cette question sociale qui vient compléter la question économique, tout en faisant en sorte qu'au bout de 50 ans, la société étrangère n'ait pas imbibé la terre de produits chimiques de telle manière que le sol devienne mort. Et on trouve là l'économie, le développement donc économique, la question de l'environnement et la question sociale, c'est-à-dire la question du développement durable, tout entière posée dans la rédaction d'une ou deux clauses d'un contrat. C'est là que tout se joue. De quel côté on va basculer? Et donc, c'est difficile de savoir de quel côté on bascule. À combien peut-on estimer le fait qu'une société étrangère va rendre cultivable, productive, 100 000 hectares secs? Et comment on règle ce que 50 ans ou 99 ans, au bout de 50 ans, c'est renouvelable, mais que va-t-il se passer? Puisqu'on n'a jamais vu de renouvellement encore. Non, non, on n'a jamais vu de renouvellement. Non, un jour on en verra. Enfin, oui. Pas, non, mais nos successeurs en verront. Nos successeurs le verront. À votre avis, il va se passer quoi? Il n'y a pas 36 solutions. Il n'y a que deux solutions. Soit les sols restent productifs, soit ils le sont moins pour des raisons de surutilisation des intrants chimiques. Ce n'est pas tellement le fait d'utiliser la chimie, c'est que la chimie qu'on utilise contribue à étanchéifier la terre. Donc quand la terre devient étanche, quand l'eau ne peut plus pénétrer profondément, alors les ennuis commencent. C'est le cas de l'Amérique latine, de l'Argentine par exemple. Et la société étrangère qui investit, elle peut choisir quel est le degré de chimisation, je ne sais pas trop comment on peut dire, du sol. Elle peut choisir ça. Donc elle choisit en réalité la pérennité, la durée de pérennité de son investissement. La question devient donc, est-ce que l'État d'accueil contrôle, maîtrise cette durée, ou est-ce qu'il laisse la totale liberté à l'investisseur? Dans certains cas, on laisse la totale liberté à l'investisseur, et dans ces cas-là, on peut penser qu'au bout de 50 ans, ce ne sera pas renouvelé. L'investisseur ira voir ailleurs, si je puis dire. Mais s'il y a un encadrement, alors oui, l'investissement peut être profitable, très profitable, mais sur le plus long terme, il faut voir loin, comme font les Chinois, qui voient très très loin, beaucoup plus loin que la vie humaine. Ce ne sont pas des profits à court terme qu'ils cherchent. Et là, on peut envisager, oui, une durée longue avec un bail renouvelable. Alors, voilà une autre opération qui est aussi en Afrique, qui est une opération très simple. Et c'est une opération qui porte sur 20 000 hectares. Là, l'État d'accueil met à disposition 20 000 hectares gratuitement. Et en échange, il reçoit 90% des parts sociales de la société. Et donc l'État devient, en quelque sorte, l'État d'accueil devient propriétaire de la société. Et cette société, elle sous-loue les terres à des paysans, aux paysans locaux, qui vendent, en l'occurrence, de la canne à sucre. Donc l'intérêt de l'opération, c'est que beaucoup de paysans et la société elle-même vont produire massivement de la canne à sucre pour transformer après en sucre. Donc il y a un avantage réciproque. L'État d'accueil reçoit des investissements étrangers pour développer la production agricole et les paysans locaux travaillent et le profit va, via la société, ne pas se perdre partout. Ça, c'est l'apparence. La réalité, c'est ça. Alors évidemment, c'est une réalité qu'il ne s'agit pas là d'expliquer ou de... Parce que c'est, enfin, pour un non-spécialiste, incompréhensible. Déjà, pour un spécialiste, il faut plusieurs mois pour s'y retrouver, déjà pour savoir que c'est comme ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, en réalité, le pouvoir n'est pas à l'État d'accueil qui a 90% des parts,
Le pouvoir, c'est la société holding qui est en haut à droite, qui est une société britannique, qui est une société qui a comme investisseur une société d'Afrique du Sud. La société d'Afrique du Sud investit dans une société dans le pays d'accueil. Et cette société dans le pays d'accueil investit dans la société en vert, qui est celle qui reçoit la terre de l'État d'accueil. Et donc on a un système très complexe avec en réalité un investissement britannique qui n'apparaîtra jamais comme un investissement britannique dans les cartes de Land Matrix. Le travail des ONG, mais le travail des communautés villageoises, il est au plan mondial tout à fait considérable pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, même si les communautés ou les associations ou les institutionnels n'ont pas de prise directe sur un contrat, plus personne ne pense aujourd'hui une opération sans tenir compte de tous les discours de la société civile sur ces questions. Le poids des associations, alors c'est le poids des plaidoyers, mais c'est aussi le travail de fourmi de tous les bénévoles, de toutes les associations, le travail de fourmi de tous les paysans. Quand on rencontre, nous dans le programme LASCO, on a rencontré beaucoup de paysans dans différents pays d'Afrique, au Bénin, au Mali, des associations, un travail de fourmi des paysans avec les ONG, un travail de fourmi des bénévoles qui permettent de faire passer un certain nombre de principes, qui permettent de faire passer un certain nombre d'idées et qui sont une sorte de rempart non juridique à des opérations qui seraient massivement inéquitables.